hormonaux, par exemple pour les transgenres, ni pour les stimulations ovariennes pour déclencher des fécondations in vitro. Et puis, j'ai bien indiqué sur les autres facteurs qui sont à jouer. Les deux gros facteurs sur lesquels aujourd'hui il faut vraiment insister, c'est l'arrêt du tabac et la diminution, voire la suppression de la consommation d'alcool, en préventif pour le cancer du sein, et encore plus, je dirais, quand un cancer du sein est déclaré. Le tabac, parce que ça va être une cause de moindre, je dirais, cicatrisation pour tout ce qui va être chirurgie, de risque d'hématome et d'abcès, et l'alcool pour le risque de récidive et pour, je dirais, pour ces deux-là, parce que ça va aussi jouer sur les inducteurs enzymatiques pour les traitements. Et l'alcool sera en compétition avec les traitements d'hormonothérapie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Le dépistage et la surveillance précoce. Pourquoi je fais ce distinguo? Parce qu'en fait, le dépistage organisé va concerner les personnes de 50 à 74 ans. 80% des cancers du sein surviennent après 50 ans. D'où ce cut-off qu'on fait de proposer le dépistage après 50 ans. Il y a une autre cause qui est la question de la densité des seins, puisque on préfère faire le dépistage au moment de la ménopause, puisque la densité des seins avec la ménopause va diminuer et que la densité des seins fait qu'il faut irradier plus lors des mammographies et que les irradiations sont une cause favorisant le cancer. Donc, on essaie de diminuer cette cause en prenant une date, les 50 ans, qui fait que le risque est minoré. On ne va pas proposer ce dépistage de la même façon si vous avez des antécédents familiaux ou des antécédents personnels de cancer du sein. Et on va faire à ce moment-là ce qu'on appelle un suivi personnalisé, c'est-à-dire qu'on va prendre la date du cancer qui a eu lieu dans votre famille, chez votre mère, chez votre grand-mère ou chez une tante, voire chez un oncle, puisque 1% des cancers du sein concernent les hommes. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un risque majoré. Et donc, pour être en anticipé par rapport à ce risque, on va décaler la date anniversaire de 10 à 15 ans et on va commencer le suivi 10 à 15 ans avant le cas index de la famille. Le suivi se fera là par mammographie et par contre, chez les femmes qui ont des génétiques, donc le BRCA1 ou le BRCA2, des gènes particuliers, on évite les mammographies et les irradiations, donc on fera plutôt échographie et IRM, parce qu'on s'est rendu compte en faisant des études cas témoins, donc dans une cohorte de femmes avec des mammos régulières et des femmes avec des IRM, et ben, chez celles qui avaient les mammos, il y avait plus de cancers qui se déclenchaient plus rapidement, et donc on est passé à un suivi par IRM. Voilà, d'où le fait de stratifier ce risque et d'adapter les irradiations à ces questions-là. Chez les femmes, pour le dépistage organisé, bah, ce sera une mammographie qui sera proposée avec un cliché de face et de profil pour chacun des deux seins, ainsi qu'un examen clinique qui fait partie de la prise en charge à 100%. Si le radiologue vous rajoute une échographie, l'échographie n'est pas prévue dans la prise en charge à 100% et elle sera facturée en plus. Le pause suivant, s'il vous plaît. Donc, chaque année, vous avez à peu près 10 à 11 millions de femmes qui sont concernées. Il y en a à peu près à peu près la moitié qui va faire sa mammographie, sachant que le taux de participation sur le dépistage organisé
et sur les derniers chiffres qui sont calculés sur 2 ans, hein, puisque j'ai dit c'est tous les 2 ans, de 46,5%, et qu'en 2023, on avait eu un rattrapage par rapport à 2022, puisque 2024-2025 est en cours, et on arrivait à 48 et 45%. Le taux de participation n'est pas le même sur toutes les régions de France. On a des endroits où on a des bonnes participations, la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie et la Bretagne, et par contre des endroits où les taux ne sont pas bons du tout, comme la Guyane, la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec, pour la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que l'Île-de-France, des compensations partielles par, je dirais, un dépistage individuel, donc qui fait que ça vous est facturé plus cher, c'est pas pris en charge par 100%, et en général, en plus, vous êtes en secteur 2, donc le chiffre est beaucoup plus important. La participation du dépistage individuel qu'on rajouterait au dépistage organisé est de l'ordre de 10 à 17%. Pourquoi cette difficulté? Parce que c'est difficile de bien individualiser les femmes qui sont sur du dépistage ou si c'est sur du diagnostic, puisqu'il n'y a pas de code à sécurité sociale pour distinguer les deux cas de figure. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, l'intérêt du dépistage organisé, c'est que vous avez en plus un examen clinique qui peut montrer des modifications du sein qui sont interpellantes, en particulier un écoulement, une petite irritation ou une plaie qui sont significatifs en général. Le fait que le dépistage organisé offre une deuxième lecture, c'est-à-dire que vous avez une lecture par un deuxième radiologue et que selon les régions, cette deuxième lecture, même sur la première a été déclarée négative, permet de retrouver 5 à 7% de cancer supplémentaire. Donc, un vrai gain de qualité et un vrai plus en termes de détection. Sur le contrôle de qualité, au-delà de cette deuxième lecture, c'est aussi sur un contrôle de l'irradiation par les appareils et le fait d'avoir des appareils plus performants sur lesquels il y a des tests qui sont effectués avec des gabarits qui permettent de voir si le taux d'irradiation est normalisé ou pas. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, depuis l'année dernière, on a un changement des modalités d'organisation du dépistage du cancer du sein et des autres dépistages. Tout avant était centralisé aux centres régionaux de coordination des dépistages. Les invitations ont été transférées à la Caisse nationale d'assurance maladie qui fait les invitations avec la MSA et désormais, c'est eux qui envoient les invitations et qui, si vous avez des personnes qui viennent vous voir en disant qu'elles n'ont pas leur invitation, les gens peuvent soit aller sur leur compte Amélie et faire la demande, soit utiliser le 3646 pour demander leur invitation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a des relances qui sont effectuées par l'assurance maladie, qui peuvent être des relances téléphoniques, si on constate qu'il n'y a pas eu suffisamment de réponses par rapport aux invitations sur les 2 dernières campagnes. Donc, le message que vous pouvez passer en officine, il y a les informations sur le dépistage que je viens de vous donner sur le fait que le dépistage est important puisque détecté tôt dans 9 cas sur 10,
on a un cancer qui est mieux traitable avec des traitements moins complexes et des meilleurs risques de guérison, qu'il faut rappeler les points de prévention, puisqu'on estime que sur les 61 000 cancers du sein, 20 000 pourraient être prévenus si on jouait sur les facteurs que j'ai cités, donc les traitements hormonaux, le tabac, l'alcool, l'activité physique, l'alimentation, et essayer de stabiliser le poids. Voilà. Et puis après, on essaye de jouer avec, je dirais, la possibilité de mettre des mâts mobiles sur lesquels vous pouvez être aussi des relais d'information pour les prises de rendez-vous dans les endroits qui sont éloignés aujourd'hui des centres de radiologie, puisqu'on sait que c'est un facteur qui est un facteur limitant pour la participation. Et on voit bien sur les zones de désertification que le délai du rendez-vous est un facteur préoccupant qui diminue le taux de participation au dépistage du cancer du sein. La Ligue favorise aussi ces mâts mobiles, mais aussi le fait d'avoir des sortes de bus de ramassage qui peuvent aussi emmener les gens vers des centres de radiologie éloignés, puisque aujourd'hui, on a une augmentation du départ en retraite des radiologues. Il faut savoir que 20% à peu près des radiologues vont partir dans les 5 à 10 ans, et que donc il y a une concentration des centres de radiologie, puisque derrière, c'est aussi l'achat de matériel de mammographie, avec le fait que l'existence aujourd'hui de programmes de recherche sur l'intelligence artificielle pour aider au diagnostic dans le dépistage fait qu'il y a aussi les nouvelles générations de radiologues qui s'investissent moins sur ces questions-là et qui peut créer aussi des vraies disproportions en termes d'allocation de ressources humaines sur le dépistage organisé du cancer du sein. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les messages à retenir, 80% des cancers du sein, c'est après 50 ans, d'où l'importance de commencer à 50 ans son dépistage, de bien le faire tous les 2 ans. On sait que les femmes qui ont loupé la première invitation ont un risque de cancer du sein qui est majoré parce qu'elles ne vont pas ensuite bien adhérer au dépistage, d'où le rappel de cette date anniversaire des 50 ans. C'est un peu dur, mais c'est le cas aussi pour les hommes sur le cancer colorectal. On a l'impression qu'on s'en prend plein la figure avec cette date anniversaire du 50 ans, mais c'est pour la bonne cause. Et rappeler que 20 000 cancers du sein pourraient être évités si on jouait sur les facteurs de risque et donc sur nos modes de vie, et sensibiliser bien à la question de l'alcool aujourd'hui, puisque ça peut être une des vraies raisons d'augmentation des cas de cancer du sein, puisque les générations qui ne fumaient pas et qui ne buvaient pas sont en train de disparaître. Elles dépassent maintenant les 75 ans, et donc elles ne sont plus dans le dépistage. Et on voit qu'on a de plus en plus de cancers qui apparaissent de façon générale, mais aussi plus tôt. Et aux États-Unis, ils corrèlent ça aussi avec l'augmentation de l'obésité, puisqu'ils ont une épidémie d'obésité qui est beaucoup plus importante que chez nous. Et ça joue sur le cancer colorectal, mais aussi sur le cancer du sein. Donc, et puis, rappeler que s'il y a des antécédents familiaux ou personnels, ce n'est pas le dépistage organisé qui doit être suivi, là, c'est un suivi individuel. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, s'il y a des cancers familiaux, il faut demander s'il y a eu une recherche des gènes particuliers, BRCA en particulier, et à ce moment-là, c'est des consultations d'oncogénétique, et la personne qui a ce BRCA n'est pas forcée de le dire à la famille. Donc, c'est aussi une discussion qui est ouverte dans la consultation d'oncogénétique, mais ne soyez pas surprise si des gens vous disent
Nous, on pense qu'il y a eu une consultation, mais on n'a pas les résultats, on ne nous l'a pas partagé. C'est des informations individuelles, mais elles ne sont pas forcément partagées. Voilà. Et il y a des familles où la mère sait qu'il y a un cancer, il y a un BRCA. La fille a la possibilité d'aller faire le test pour savoir si elle est porteuse ou pas, et elle ne le fait pas forcément, puisque après, c'est un choix de vie, vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ou pas, avec qu'est-ce qu'on fera du résultat. Voilà. Alors, les conseils qu'on peut donner, c'est la suppression de l'alcool, du tabac, une alimentation diversifiée, équilibrée, avec une augmentation de la richesse en fibres et en végétaux, légumineuses, avec l'utilisation du Nutri-Score pour diminuer les excès de graisse, de sucre, et même si ce n'est pas avec le Nutri-Score que vous pourrez le retrouver avec d'autres applications, l'alimentation ultra transformée, c'est-à-dire toutes celles qui vous ajoutent des modes de fabrication un peu bizarroïdes, tout ce qui est soufflé, tout ce qui est avec des émulsifiants, ou des produits de substitution en termes d'huile, en termes de graisse et d'agents de texture. Voilà. Ou des remplacements du sucre par du fructose ou par des édulcorants. Bien insister sur l'importance de l'activité physique. L'activité physique marche bien à 3 moments: avant, pendant, après. Pendant, l'activité physique est le seul traitement qui permet de diminuer la fatigabilité et donc un meilleur suivi des traitements. Après, l'activité physique diminue le taux de récidive en fonction de l'intensité de l'activité physique de 20 à 40%, voire 60% quand elle est intensive. C'est démontré par l'expertise de l'INSERM. Ce n'est pas assez suivi et c'est pour ça que maintenant on met l'activité physique dans les soins en complément des thérapeutiques classiques, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Les conseils en nutrition, et je vais y revenir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, sur les modalités de dépistage, je vous ai fait le petit schéma d'invitation. Comme je vois qu'il est déjà 30, même si on a pris 5 minutes à l'entrée, il est important de vous munir quand vous allez au rendez-vous de votre carte vitale, de votre invitation et si possible, des résultats antérieurs que vous pouvez avoir sur les dépistages effectués. Et puis, pour la prise de rendez-vous, on essaye sur les endroits où on a des taux de participation qui sont faibles, d'avoir des coups de fil, c'est-à-dire de faire avec la CPAM des rendez-vous, avec directement les prises de rendez-vous avec la CPAM chez le radiologue. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Les intérêts, j'insiste, vendez bien le dépistage organisé parce qu'il a vraiment des résultats plus performants, permet de détecter davantage les cancers infiltrants, 75% détectés par rapport au dépistage individuel qui n'en détecte 66% en comparatif, de réaliser davantage de chirurgie conservatrice, 82% versus 70%, et il y a moins d'atteintes à distance, d'envahissement ganglionnaire, 15% contre 22%, avec aussi moins de risque de métastase. Et donc, puisque c'est des raisons de mise sous chimiothérapie, les métas et les envahissements ganglionnaires, et il y a moins de chimiothérapie, 34 versus 53%. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le message aussi, c'est d'insister sur la nécessité d'un suivi gynécologique. Aujourd'hui, le suivi gynécologique peut être effectué par une sage-femme, on ne sait pas assez. Elles ne sont pas restreintes au suivi de la grossesse. Elles font le suivi gynéco de tout ce qui est normal. Dès qu'il y a une pathologie, elles transfèrent vers un médecin ou un gynécologue.
Donc, il y a 3 personnes aujourd'hui qui peuvent faire le suivi gynéco, sage-femme, gynéco, médecin généraliste. L'intérêt de l'inspection, c'est que ça permet de détecter des lésions supérieures à 1 centimètre. L'intérêt de la mammographie, c'est que ça détecte des lésions de l'ordre de 1,5 centimètre. Et entre les examens, j'ai entendu parler des possibilités en pharmacie et sur certains stands de faire la participation avec des bus d'autopalpation. C'est l'autosurveillance régulière. Celle-ci doit être apprise lors des suivis gynécologiques avec un professionnel de santé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Se soigner, donc, quel type de traitement et accompagnement? Diapo suivante. On a en fait, traditionnellement, quand il y a un cancer du sein, le premier traitement, c'est la chirurgie. On va retirer la tumeur. En fonction de l'envahissement de la tumeur, on va associer la recherche d'un ganglion sentinelle, c'est-à-dire qu'on va prendre un prélèvement sur un ganglion pour voir s'il y a un envahissement ganglionnaire. S'il y a un envahissement ganglionnaire, on fait un curage ganglionnaire. Donc, le curage ganglionnaire n'est pas systématique. On peut faire une irradiation protectrice sur les ganglions de façon à essayer de stériliser un envahissement en préventif. Et on recherche systématiquement des métastases. Donc, ça fait partie, ça, du bilan classique de tout traitement, de tout cancer. Et en fonction du stade de la tumeur, de sa taille, en fonction de l'existence de ganglions et de métastases, c'est ça qui va faire, en partage multidisciplinaire, le choix des thérapeutiques qui, en général, associent de la chirurgie, de la chimio et de la radiothérapie. Ça, c'était les traitements classiques. Depuis, on a fait des progrès et on arrive à caractériser les tumeurs. Caractériser comment? Avec la recherche d'antigènes particuliers qui font leur sensibilité à certaines immunothérapies et à la recherche de récepteurs hormonaux qui font leur sensibilité à l'hormonothérapie, qui sont des traitements complémentaires qui vont être donnés. Pour l'immunothérapie, sur des durées variables en fonction de protocole, sur l'hormonothérapie, sur des durées protocolaires, mais qui peuvent aujourd'hui aller jusqu'à un traitement à vie, puisqu'on a cette sensibilité de la tumeur à l'impact de l'hormonothérapie pour la régulation, je dirais, de ces cellules cancéreuses. On a aussi aujourd'hui dans la recherche ce qu'on appelle des programmes de désescalade thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir, par exemple, pour les personnes de plus de 70 ans, s'il y a un intérêt à mettre une chimiothérapie complémentaire ou si, puisque les tumeurs sont en général avec l'âge moins agressives, et les dernières études ont montré qu'au-delà de 70 ans, la chimiothérapie n'avait pas forcément d'intérêt à cet âge-là. Elle était plus toxique qu'elle n'amenait finalement d'intérêt. Il y a les soins de support, donc le suivi et le soutien psychologique pour les personnes malades, mais aussi pour leurs aidants. Les aides nutritionnelles, puisque la chimiothérapie, la radiothérapie peuvent être difficiles à supporter, et donc il y a des conseils diététiques à faire pour aider à mieux supporter les chimios, les vomissements et tout ça. Gérer la dénutrition, puisque dans certains cas, les gens arrivent dénutris, ou à l'inverse, l'obésité pour essayer de stabiliser et le poids et jouer sur ce facteur de risque de récidive. Et puis, j'ai insisté sur l'activité physique adaptée. Donc, c'est une adaptation de l'activité physique en fonction du traitement, en fonction, par exemple, de s'il y a eu un curage ganglionnaire, ce qu'on peut faire avec le bras où il y a eu le curage ganglionnaire. Et puis, on sait que l'activité physique, j'ai beaucoup insisté là-dessus, réduit le taux de récidive. J'ai mis le numéro de téléphone vert de la Ligue. Le téléphone vert, c'est intéressant pour le suivi psy, pour les urgences psy, pour les familles, mais aussi pour les patientes. On a aussi un suivi
avec du conseil assurantiel et du conseil sur les emprunts, parce que quand vous avez un cancer du sein, vous allez avoir une majoration de tous vos primes d'assurance, et donc pour des gens en particulier, des gens qui sont entrepreneurs ou travailleurs indépendants, ça a une vraie conséquence sur leur vie et c'est important de savoir tout ça. Voilà. Et ça nous permet aussi de faire des remontées avec l'amélioration des traitements pour que les assurances baissent leur surcote parce qu'on leur dit, ben là, regardez, les traitements marchent mieux, les gens guérissent, c'est pas normal que vous leur fassiez payer des surcotes au niveau de leur assurance. Je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, oui. Merci beaucoup pour votre intervention. On a quelques questions, mais je vous les poserai après l'intervention de Déborah pour qu'on lui laisse le temps de faire son témoignage, puisque Déborah, vous avez, été atteinte du cancer du sein. Donc, je vais vous laisser prendre la parole et nous dire tout ce que vous avez à nous dire sur la prévention et votre parcours. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Déborah, j'ai 52 ans. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon histoire. Une histoire que je partage avec vous, mais qui touche des milliers de femmes chaque année, restant unique à chacun, celle du cancer du sein. Mon témoignage est celle d'une femme qui ne s'y attendait pas, une femme sans antécédents, sans symptômes alarmants, jusqu'au jour où tout a basculé. En septembre 2016, à 43 ans, je n'avais pas d'antécédents familiaux, donc aucun examen de dépistage ne m'avait été prescrit. C'était une année compliquée au travail, j'étais fatiguée, mais comme beaucoup, je me disais que c'était normal. Rien ne me laissait présager ce qui allait arriver. En août, mon mari et moi, nous étions en vacances en Dordogne. Un matin, en sortant de la douche, j'ai remarqué une grosseur, une rougeur, sur mon sein droit. Honnêtement, je pensais que c'était une piqûre de moustique. Aucune douleur, aucune démangeaison. Mais en rentrant de vacances, la grosseur, la rougeur étaient toujours là. J'ai donc pris rendez-vous chez mon médecin traitant. Dès le lendemain, j'ai passé une mammographie-échographie et là, j'ai vécu un moment très difficile. La radiologue m'a à peine laissé le temps de m'exprimer. Elle m'a dit de but en blanc que c'était grave, que j'avais un cancer, qu'il fallait que je me bouge. Je n'avais même pas encore reçu les résultats. Elle m'a dit « Vous ne comprenez rien, c'est grave ». Bon, rassurez-vous, c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue avec le corps médical pendant mon parcours. Je suis ressortie de là en larmes, en état de sidération. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Une semaine plus tard, après une biopsie à Reims, le verdict est tombé. C'était bien un cancer du sein infiltrant, HER2, triple positif, stade 3. Cette fois, le radiologue a été beaucoup plus sympathique, a passé énormément de temps avec nous pour nous expliquer. Tout s'est enchaîné très vite ensuite. Quand l'oncologue m'a annoncé le protocole de traitement, je n'y croyais pas. Je lui ai dit « Vous vous êtes trompé, docteur. C'est pas mon dossier, c'est pas moi. » Si, c'était bien moi. Ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai eu 6 mois de chimiothérapie avec 2 protocoles différents. D'abord une injection toutes les 3 semaines, puis une par semaine. J'ai eu l'opération pour retirer la tumeur et une ablation de 20 ganglions. J'ai eu 30 séances de radiothérapie, des injections d'Herceptine et enfin 8 ans d'hormonothérapie que je viens de terminer récemment le 31 juillet. Beaucoup pensent que le plus dur, c'est la chimiothérapie. Moi, je ne pense pas. On est bien entouré. On a le corps médical, les infirmières, les médecins. Pour moi, c'est l'hormonothérapie qui a été la plus difficile. Parce que là, on se sent seul. J'ai eu énormément d'effets secondaires. Des maux de tête, des vomissements, des maux de ventre, une fatigue extrême. Je me réveillais la nuit, victime de maux de tête et de nausées. Quand j'ai rencontré mon oncologue, que je lui ai parlé de ça, il a paniqué. Il a pensé que le cancer avait atteint le cerveau. Oh, grosse panique et angoisse m'a tout de suite envahie. Donc, il m'a fait faire une IRM en urgence. Une semaine de stress intense en attendant les résultats. Mais non, ouf, c'était bien les effets secondaires de l'hormonothérapie. Mais au bout d'un an, j'étais au bout, j'étais fatiguée.
j'ai dit à mon mari, j'arrête. Je préfère vivre peu, mais vivre bien. J'avais un risque élevé de récidive. Si le cancer revenait, ce serait probablement au cerveau, aux os ou au foie. Mais je voulais retrouver un peu de qualité de vie. Et en parlant autour de moi, on m'a conseillé l'acupuncture. Je n'avais jamais essayé, je n'avais rien à perdre. Pourquoi pas? J'ai trouvé un médecin acupuncteur qui exerçait en milieu hospitalier. J'ai commencé des séances toutes les 3 semaines. J'en fais encore aujourd'hui. Ça a changé ma vie, ça m'a sauvée. Je l'appelle même aujourd'hui ma magicienne. C'est grâce à ça que j'ai pu terminer mon traitement à son terme. Pendant ces parcours, j'ai rencontré des personnes clés. Et l'une d'elles, c'est ma pharmacienne. Elle est très investie dans la lutte contre le cancer. Elle organisait à travers des ateliers bien-être, par exemple un après-midi, prendre soin de soi, dans un salon de thé. Nous étions 4 patientes. Il y a eu des intervenants professionnels qui intervenaient, donc sexologue, une esthéticienne, pardonnez-moi, je suis un peu émue, une sophrologue. C'était un moment rare d'échange, de douceur, de partage. Elle a organisé aussi un atelier où il y a eu une intervenante, une infirmière de la lutte contre le cancer, où on a appris justement les bons gestes du dépistage. Excusez-moi, je suis un peu émue. Les bons gestes du dépistage, de l'importance de se dépister, enfin de s'autopalper. Elle m'a aussi parlé d'un programme, Oncogite. Ce sont des séances avec une neuropsychologue pour faire travailler la mémoire en groupe et en visio. Ça aussi m'aide beaucoup et surtout aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager un message, pour que mon parcours puisse servir à d'autres. Faire l'autopalpation régulièrement, apprenez à écouter votre corps. Ce geste simple peut sauver des vies. Le cancer ne prévient pas. Il peut arriver à 25 ans, à 40 ans, à 60 ans. C'est important de prendre soin de soi et d'écouter son corps. Ne négligez jamais l'activité physique. Bouger, marcher, faire du yoga, du pilate. Même pendant les traitements, c'est vital. Ça aide à mieux supporter, à mieux récupérer, à mieux se reconstruire. Et ne restez pas seul. Parlez, entourez-vous, cherchez du soutien. Il y a des ressources, il y a des gens formidables sur votre chemin. Je voudrais terminer ce message en vous disant ceci. J'ai traversé une tempête et je suis là aujourd'hui. Pas invincible, pas épargnée, mais debout, vivante et reconstruite autrement. Et si mon témoignage peut permettre à une seule femme de déceler son cancer plus tôt, de se faire accompagner ou de tenir bon, alors ça valait la peine d'être partagé. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre très beau témoignage. Je partage un message qui a été mis sur le chat. Ma maman a eu en février un cancer du sein après un choc émotionnel. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Bravo et merci madame pour votre témoignage. Je pense qu'il aura touché quand même beaucoup de monde, votre témoignage. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Merci aussi à votre pharmacienne de nous avoir mis en relation pour qu'on puisse faire ce témoignage et cette web conférence avec vous. Et je vais poser quelques petites questions qui sont peut-être plus pour Monsieur Ricard. Tout le monde vous remercie de votre témoignage, Déborah. Et je remonte un petit peu. On a eu quelques petites questions pendant votre intervention, Monsieur Ricard. On avait notamment, que pensez-vous des dépistages de cancer du sein basés sur l'IA? D'abord, ce sont des pratiques débutantes, donc ils demandent évaluation. C'est clair que c'est un champ qui va s'ouvrir et se développer parce que, grosso modo, un médecin n'aura jamais l'expérience d'une intelligence artificielle qui va voir des centaines de milliers de clichés alors qu'un médecin, dans sa vie, on verra quelques dizaines, plusieurs dizaines de milliers, mais il n'en verra jamais autant. Et par contre, il y aura toujours la nécessité de valider avec l'historique
c'est-à-dire le séquençage de l'évolution des clichés. L'analyse que va faire l'IA va permettre des fois de mettre des hypothèses sur des petites modifications en termes de granularité des pixels qui seraient des signes indicateurs qui vont lui permettre d'anticiper des choses que l'humain ne voit pas. Voilà. Donc ça va être le gros bénéfice de l'IA. Mais ça n'empêche que les validations se feront toujours par l'humain, avec derrière la question qui se posera avec une intelligence artificielle, c'est toujours à quel moment on va faire le diagnostic. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'IA va être un vrai plus qui va demander deux choses aussi, qui va demander une évolution de la validation des expertises, parce que autant quand vous faites un protocole thérapeutique, vous validez avec une date finie, autant les bases de données de l'IA, elles sont en sans cesse renouvellement. Et ce qui veut dire que pour qu'un outil d'IA soit validé, aujourd'hui, on ne sait pas si on validera la version numéro 5, la version numéro 6, la version numéro 7. Et la validation de la version numéro 5 donne-t-elle droit à l'utilisation de la version 6 qui n'est pas encore validée, mais qui sera vraisemblablement meilleure que la version 5? Quand vous regardez ce qui est en train de se passer sur ChatGPT, vous ne voyez pas forcément les évolutions. Mais dans les validations données par la HAS, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas résolues. Et ensuite, il y aura la question de l'assurance, parce qu'à partir du moment où vous donnez une détection ou que vous passez à côté d'un cancer de l'intervalle, c'est-à-dire entre deux périodes de clichés, qui sera responsable? Est-ce que c'est l'IA ou est-ce que c'est le cabinet de radiologie? Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas répondre. C'est la même chose que les voitures qui se conduisent tout seuls, mais ce sera exactement les mêmes questions. Voilà. Donc, oui, on intégrera l'IA, mais pour quand, je ne sais pas. Voilà. Merci pour votre réponse. On en a une autre. Que pensez-vous de la mastectomie préventive CyberCA 1 et 2? J'en pense rien. J'en pense rien parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est simplement des conseils probabilistes qu'on donne. Dans les suivis oncogénétiques, on dit à la personne qui a un BRCA1, vous avez un risque augmenté, très augmenté, de faire un cancer du sein ou de faire un cancer de l'ovaire, entre autres. Parce qu'il y a aussi un risque supplémentaire de cancer du pancréas et tout ça. Mais les risques les plus importants sont sur ces deux organes. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez les faire. Vous mourrez peut-être d'autres choses. Et donc, on dit aux gens, vous faites un pari. Voilà. Avec ce qui a été un peu expliqué, qui est le fait que vous vivez avec une probabilité augmentée, et cette probabilité augmentée est une épée de Damoclès. Voilà. Et est-ce que vous, psychologiquement, vous assumez de vivre avec cette épée de Damoclès ou vous préférez pas savoir? Voilà. Donc, il y a des gens qui vont avoir une attitude, je dirais, comme Angelina Jolie, catégorielle, qui disent « moi, je retire tout ». Mais sachez que si vous retirez les ovaires, vous avez une ménopause précoce avec les risques sur les os, les risques donc, de pathologies associées. Donc tout ça se gère avec des équipes spécialisées. Mais aujourd'hui, c'est du conseil qui est individualisé. Et je vais vous prendre une comparaison pour que vous retrouviez un petit peu. Vous savez que la couleur des yeux est génétiquement déterminée. C'est comme les BRCA1, BRCA2. Mais en fonction de l'endroit où vous vivez avec le soleil qu'il y a, le bleu de votre regard ne va pas avoir la même intensité. Et bien,
pour les BRCA, c'est la même chose. En fonction de l'environnement dans lequel vous allez vivre, ben, le gène il va avoir un processus d'accélération vers le cancer ou au contraire, il va être dans une attitude modérée. Et donc, le risque de cancer est toujours une interaction entre le gène que vous avez, la qualité de gène que vous avez et la qualité d'environnement que vous avez. Et c'est cette interaction entre les deux qui fait que ça se déclare ou ça se déclare moins vite ou pas du tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de conseil aujourd'hui systématisé et je dirais même qu'en France, par rapport aux États-Unis, on est beaucoup plus conservateur que sur la mastectomie préventive. Très bien. Et une dernière question. Est-il nécessaire de passer une mammographie après 77 ans quand on n'a jamais rien eu avant? Alors, normalement, quand vous avez fait tous vos dépistages tous les 2 ans, le risque est extrêmement faible. C'est pour ça qu'on ne le suit pas. Et on ne le fait pas parce qu'on considère que, en plus, après 74 ans, l'espérance de vie et le risque de faire un cancer du sein va être sur les 10 ans. Donc, on se projette là en termes d'espérance de vie. Et que même si on détecte une tumeur, ce sera une tumeur détectée sur un diagnostic. Et à ces âges-là, c'est des tumeurs qui ne sont pas très agressives. Donc, l'avantage du dépistage par rapport à un diagnostic qui serait fait, il est plus aussi important. Voilà. Donc, pour résumer, un dépistage ayant été fait régulièrement tous les 2 ans jusqu'à 74 ans est protecteur. Hein, voilà. Donc, et à part si vous avez des traitements particuliers, et on revient aux histoires des traitements de ménopause et tout ça, parce qu'il y a des endroits où ça continue à se donner, pour d'autres raisons, cardiovasculaires ou autres, pas de nécessité de poursuivre un dépistage. Et il m'en manquait une que je n'avais pas vue. Des fibroadénomes peuvent-ils évoluer en cancer du sein? Normalement, non. Le fibroadénome est une tumeur bénigne. Après, je dirais le sein est aussi normalement sain. Ça n'empêche que sur un sein sain, on peut faire un cancer. Donc, le risque est extrêmement faible sur un fibroadénome. Pour le dire autrement, le fibroadénome n'est pas une tumeur précancéreuse. Voilà. Mais vous pouvez avoir un fibroadénome et faire un cancer du sein comme vous auriez fait un cancer du sein sans fibroadénome. Merci beaucoup pour la réponse à toutes ces questions. Et encore à nouveau, merci Déborah pour votre témoignage. On va arrêter la web conférence ici. Je pense qu'elle a été très dense et plutôt touchante. Et merci à tous d'y avoir participé. Et merci de votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.